Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis toujours super occupée au travail et je vous avoue que je n'ai absolument pas vu passer le mois de janvier qui touche déjà à sa fin. Ça a été hyper rapide pour moi. Malheureusement, j'ai eu le temps de lire, mais j'ai pas vraiment eu le temps de préparer ce que j'avais envie de vous dire. Je suis plutôt du genre à réfléchir avant de parler, et là, je crois que je vais être obligée de me lancer un petit peu comme ça sur le tas, ce que j'aime pas trop faire. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo les trois derniers romans que j'ai lus. Je vous les présente rapidement tout de suite. À l'Ouest, rien de nouveau de l'écrivain allemand Erich Maria Remarque. Au prochain arrêt de l'écrivaine japonaise Alikawa Hiro. Et enfin, un polar français avec N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Commençons par À l'Ouest, rien de nouveau de l'écrivain allemand Erich Maria Remarque. Alors, qu'est-ce que ce petit roman de 250 pages nous raconte? C'est tout simplement l'histoire de Paul, qui est le narrateur. C'est un jeune Allemand qui a été envoyé sur le front pendant la guerre 14-18. Et Paul, il va nous raconter toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale. Il va nous parler des morts, mais aussi des blessés qui mettent un temps fou à mourir et qui pourrissent littéralement dans les hôpitaux de campagne. Il va nous parler des conditions terribles de vie dans les tranchées, mais aussi de la peur qu'il ressent et que lui et ses camarades ressentent. C'est un roman qui est dur, qui est très violent. Je vais vous en lire un petit passage qui est pour moi assez représentatif du propos qui est tenu. Alors, si jamais vous êtes sensible, je vous conseille de passer ce petit passage-là que je vais vous lire, parce que c'est quand même assez violent. Je vous mets en garde. Si vous êtes sensible, faites un bond en avant dans la vidéo. Nous voyons des gens à qui le crâne a été enlevé continuer de vivre. Nous voyons courir des soldats dont les deux pieds ont été fauchés. Sur leurs moignons éclatés, ils se traînent en trébuchant jusqu'au prochain trou d'obus. Un soldat de première classe rampe sur ses mains pendant 2 kilomètres en traînant derrière lui ses genoux brisés. Un autre se rend au poste de secours, tandis que ses entrailles coulent par-dessus ses mains qui les retiennent. Nous voyons des gens sans bouche, sans mâchoire inférieure, sans figure. Nous rencontrons quelqu'un qui, pendant 2 heures, tient serré avec les dents l'artère de son bras pour ne point perdre tout son sang. Le soleil se lève, la nuit arrive, les obus sifflent, la vie s'arrête. Alors vous voyez, c'est vraiment très tendu comme roman. Paul va aussi nous parler un petit peu, pas assez à mon goût, de l'impact psychologique que la guerre a eu sur les gens de sa génération. Donc là encore, je vais vous lire un petit passage. C'est pas violent là, donc vous pouvez l'écouter. Et c'est très très court. J'y vais. Albert le dit très bien. La guerre a fait de nous des propres à rien. Il a raison. Nous ne faisons plus partie de la jeunesse. Nous ne voulons plus prendre d'assaut l'univers. Nous sommes des fuyards. Nous avions 18 ans et nous commencions à aimer le monde et l'existence. Voilà qu'il nous a fallu faire feu là-dessus. Le premier obus qui est tombé nous a frappé au cœur. Nous n'avons plus aucun goût pour l'effort, l'activité et le progrès. Nous n'y croyons plus. Nous ne croyons qu'à la guerre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, pour tout vous avouer, je suis un petit peu mitigée et je vais vous dire pourquoi tout de suite. En fait, je trouve qu'il y a un grand décalage entre le fond et la forme. Le fond, la dénonciation de l'absurdité de la guerre, là-dessus, j'ai absolument rien à redire. Donc ça, c'est très important. C'est un très bon thème. C'est très bien. Par contre, je trouve que le style littéraire de l'auteur n'est absolument pas à la hauteur du propos, malheureusement. Alors ça vient peut-être du fait qu'on est entre le témoignage et la fiction, puisque l'auteur, lui, est vraiment allé sur le front, et de plus, il a eu une carrière de journaliste. Alors je pense que ça se sent un petit peu dans son style. De plus, c'est un roman qui est très court et donc les personnages secondaires, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à eux puisque l'auteur n'a pas moyen de les développer, malheureusement. Donc, c'est un roman qui est selon moi très important, puisque dénoncer la guerre c'est toujours important, mais malheureusement pas
d'une grande qualité littéraire. C'est terrible ce que je vais dire, mais en fait, si vous voulez, les horreurs de la guerre, il nous suffit d'ouvrir Internet ou d'allumer notre télé pour les voir. Je pense par exemple à la guerre en Ukraine, mais aussi à ce qui arrive aux habitants de Palestine ou encore au Soudan, dont on parle très peu. Quand on est un adulte bien informé, les horreurs de la guerre, je pense qu'on en a bien conscience. Euh, donc, il manque quelque chose à ce roman. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a été écrit en 1928 et qu'à l'époque, pour un Allemand, dénoncer l'absurdité de la Première Guerre mondiale, je pense que c'était vraiment très courageux. Il a pris beaucoup de risques là-dessus. D'ailleurs, il a dû quitter l'Allemagne à cause de ça. Donc, roman nécessaire, oui, mais pas œuvre littéraire de qualité. Si vous êtes professeur de français ou professeur d'histoire, ça pourrait être intéressant, je pense, à travailler avec des adolescents, par contre. Voilà. Continuons avec un roman d'un genre tout à fait différent, Au prochain arrêt de l'autrice japonaise Arikawa Hiro. Alors, ce roman, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël, c'est mon mari qui me l'a offert, et pour tout vous avouer, je ne l'aurais pas de moi-même choisi, je ne l'aurais pas acheté. Tout simplement, c'est à cause de ça, vous voyez, le petit bandeau qu'il y a ici, par l'autrice des Mémoires d'un chat. Euh, les romans contemporains japonais qui parlent de chats, moi je les trouve pas très très bons. J'avais lu par exemple celui-ci, je l'ai ressorti pour vous le montrer, Le chat qui venait du ciel. Et je n'avais pas tellement aimé ce roman, j'ai trouvé assez fade, assez insipide. J'ai moi-même un chat avec lequel je vis depuis bientôt 15 ans. Et je ne retrouve pas dans tous ces romans-là l'attitude de mon chat. Donc je me demande, est-ce que ces gens, ils habitent vraiment avec un chat en fait. Donc ce petit bandeau-là, mais par l'autrice de Mémoire d'un chat, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu peur. Et ma deuxième appréhension, ça a été quand j'ai lu la quatrième de couverture. Puisqu'on nous parle de passagers qui entrent en contact dans un train. Donc j'avais vraiment peur d'avoir affaire à une succession d'histoires courtes euh, avec un lien ténu entre elles. Puis je vous avoue qu'à la lecture de la première histoire, cette impression s'est renforcée. Donc, avant de vous parler de ça, de mon avis, j'aimerais vous présenter très rapidement l'intrigue. Elle n'est pas folichonne là. C'est tout simplement l'histoire de passagers qui empruntent la ligne de chemin de fer privé Hankyu Imazu. C'est une ligne qui circule dans la région du Kansai, c'est-à-dire Osaka, Kobe. Donc ces passagers, soit ils sont plongés dans leurs pensées, soit ils vont observer les autres passagers et penser des choses d'eux, ou alors ils vont entrer en contact, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. La première histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Masashi. Masashi, il aime aller à la bibliothèque, il aime lire. Et quand il va à la bibliothèque, il a un petit problème, c'est qu'il y a une jeune femme qui lui chipe tous les livres qu'il a envie de lire. Et donc là, il est dans le train et elle est à côté de lui. Donc il l'observe, il est un peu intéressé par elle quand même, mais le fait que lui chipe tous ses livres, ça l'ennuie un petit peu aussi. Et cette jeune fille va lui proposer, va lui adresser la parole en fait dans un premier temps, et puis elle va lui proposer, enfin à la fin ils vont se dire, bon, on devrait aller prendre une bière ensemble. Et quand la jeune fille descend du train, Masashi se dit ben la prochaine fois c'est maintenant. Donc lui aussi il saute du train et hop il court après la jeune fille. Donc la première histoire elle s'arrête là. Et là je me suis dit aïe 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 c'est pas moi les histoires d'amour c'est pas du tout mon truc là je vous le dis tout de suite. C'est très court, ça fait seulement quelques pages et on a par la suite une autre personne qui monte dans le train et on a une nouvelle histoire. Alors je me suis dit, donc voilà, ça y est, c'est reparti, on se retrouve avec une collection de nouvelles, comme c'était le cas avec Tant que le café est encore chaud. Et la prochaine histoire, en fait, c'est l'histoire de Shoko, qui est une jeune femme qui vient d'assister au mariage de son ex-fiancé. Alors ça paraît un peu étrange, mais elle a fait ça vraiment par vengeance en fait, puisque son ex-fiancé s'est marié avec une de leurs collègues qui l'a mise enceinte en fait. Alors ça c'est quelque chose qui arrive
assez souvent au Japon, je vous dis assez souvent, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est des histoires que j'entends parfois, machin s'est marié avec truc parce qu'elle est tombée enceinte, voilà. Donc ça arrive. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'aborder ce thème-là. C'est un thème qui est pas très très développé dans la littérature et c'est pas non plus quelque chose que les lecteurs non japonais connaissent. Donc c'était bien d'en parler. Et, Shoko, elle a croisé Masashi et la jeune fille dans les escaliers alors que Masashi disait ah c'est maintenant qu'on va boire une bière. Donc il y a quand même un petit peu de relation entre les deux. Et puis je me suis rendu compte en poursuivant ma lecture que les personnages, ils reviennent. Ils ne sont pas laissés de côté, on n'entend plus parler d'eux, ils reviennent. Donc ça, j'ai trouvé ça bien, ça m'a un petit peu rassurée. Il y a aussi d'autres thèmes que celui de Shoko qui ont été abordés. Je pense par exemple à une jeune femme qui s'appelle Misa, qui est victime de violences conjugales de la part de son petit ami et qui va se faire dire par une grand-mère qui prend le train, écoute, ton petit ami, c'est un bon à rien, laisse-le tomber. Et là, ça va être le déclic pour elle de changer. Il y a aussi, j'ai bien aimé comme histoire, le passage sur les mamatomo. Alors les mamatomo, ça vient de mama, maman, et tomo, tomodachi, ami. Alors en fait, c'est pas du tout des amis, c'est tout simplement les mères des camarades de classe de vos enfants et vous êtes un petit peu obligé de faire des activités avec elles, que vous les aimiez ou pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est pas très connu, je pense, des gens qui connaissent pas le Japon, donc j'ai trouvé que c'était bien que ça figure dans le roman. Alors, au niveau du style, j'ai pas de commentaires particuliers à formuler. C'est assez bien écrit, c'est pas folichon. Mais ça va, ça passe encore. La traduction était pour moi bien faite. C'est Sophie Reffle, je crois, qui l'a traduit. Et puis, c'est une traductrice que j'aime bien dans la littérature japonaise. Donc là-dessus, tout va bien. Euh, bon, c'est pas le roman de l'année, c'est clair, c'est pas de la grande littérature. Mais ça fait passer un bon moment, c'est gentil. Et puis, entre deux romans difficiles, ça peut permettre de décompresser un petit peu. Donc, si vous vous intéressez à des histoires qui font du bien, à des faits de société japonais, euh, vous pouvez vous lancer les yeux fermés dans ce roman. On arrive à ma dernière lecture de janvier 2025 parce que je pense pas que je vais pouvoir terminer le livre que je suis en train de lire d'ici la fin du mois. Quoique j'en suis déjà à la moitié, donc peut-être ça va le faire, je sais pas. En tout cas, bref, l'autre lecture que je voudrais commenter, c'est N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Alors Bernard Minier, c'est un auteur de romans policiers que j'ai découvert très récemment, à la fin de l'année 2024 en fait, même si ça fait déjà un petit moment qu'il écrit. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas du tout à la page en ce qui concerne les sorties littéraires. Je vais trouver des séries de livres 10 ans après. Donc, vous cherchez des nouveautés, venez pas chez moi. Euh, Bernard Minier, j'avais lu les romans, vous les voyez derrière moi, ces deux premiers romans de la série Commandant Servaz, Glacé et Le Cercle. Et j'avais beaucoup aimé, principalement par le style de l'auteur. C'est rare d'avoir des auteurs de romans policiers qui écrivent bien, donc j'avais vraiment beaucoup aimé son style. Euh, J'aime bien aussi ce qui dénonce un petit peu de la société, même si j'ai un petit reproche à lui faire concernant ces personnages féminins qui sont toujours des belles jeunes femmes, et puis quand elles sont des vieilles, elles sont forcément acariâtres et moches. Donc ça, j'aime pas trop ce côté, mais bon, on va pas embarquer là-dedans. Euh, N'éteins pas la lumière, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Christine, qui est une animatrice radio qui, la veille de Noël, trouve dans sa boîte aux lettres une lettre de suicide qui n'est pas signée. Elle ne sait pas du tout de qui ça peut venir, elle pense que c'est pas quelqu'un qu'elle connaît et bah, c'est pas trop quoi faire avec ça finalement. Donc elle est un petit peu inquiète quand même parce qu'elle se dit oh mon Dieu, quelqu'un va se suicider, il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Donc ce qu'elle va faire, elle va faire un petit tour des appartements de son immeuble. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la veille de Noël. Bon, il y a pas mal de gens qui sont absents. Et puis ben, les gens qui sont là, ben, ils disent non, ben, on ne connaît pas, on ne voit pas qui ça peut être et tout ça. Elle va quand même aller à la police un petit peu pour alerter, mais la police, pareil, va dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, madame?
Et il n'y a pas eu d'annonce de suicide, ça peut vous rassurer. Dans les derniers jours, voilà, il y a rien. Donc, bon. Euh, un jour, à la radio, Christine reçoit un appel d'un auditeur qui lui dit carrément, tu l'as laissé mourir. Bon, voilà, panique à bord, on est en direct, on arrête toute l'émission. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, alors là, ça y est, tout de suite, Christine se dit merde, c'est par rapport à la lettre que j'ai reçue. Euh, donc là, ça commence un petit peu à être la panique. Et puis, par la suite, ça va aller de pire en pire pour elle. Il y a des emails malveillants qui sont envoyés à des personnes qui gravitent autour d'elle, pas des proches, mais quand même des personnes qui sont en contact avec ses proches, des personnes de son travail et tout. C'est envoyé de la part de son ordinateur, de son adresse mail et tout. Il y a quelqu'un qui rentre chez elle, qui dépose des CD d'opéra, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment, ça va pas bien. Christine, elle va finir par perdre son travail à cause de ça, et puis perdre son petit ami aussi. Et voilà, c'est vraiment, c'est la grosse descente aux enfers, tout va mal. Elle va quand même essayer de se battre, elle va essayer de savoir un petit peu mais qui lui en veut en fait, qui est-ce qui lui joue un tour comme ça. Alors, elle va être assez maladroite, elle va pas prendre les bonnes décisions, elle va se mettre dans des situations dangereuses, des situations qui vont aggraver encore son cas. Et enfin, bref, ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Bah, je vous avouerai que il y a des passages qui m'ont fortement mise mal à l'aise. Les passages de torture psychologique, parce qu'on est carrément dans la torture, là, je vous le dis. C'est de la torture psychologique, de la torture physique aussi. Christine, elle est victime d'un viol quand même. Et enfin, c'est quand même assez violent. Et puis, ça m'a fait flipper. En fait, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je ferais moi si, comme Christine, enfin, je me rendais compte que finalement mes collègues de travail, ils m'aiment pas. Mon mari me lourde. Là, je suis au Japon, ma famille, elle est loin de moi. Je serais complètement isolée, victime d'un harceleur. Je ferais quoi en fait? Je sais pas. Donc, ça m'a vraiment fait flipper. Euh, Par contre, tout le côté torture dont je vous ai parlé, ça, enfin, moi, j'ai pas aimé. C'est pas mon genre, les romans policiers qui sont un peu trop gore. J'aime pas ça du tout, en fait. Et ça m'a un petit peu, pas déçu, mais ça m'a dérangé. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime pas. Si ça se peut que vous aimiez, je ne sais pas, moi personnellement, non. Et donc, j'étais un petit peu moins enthousiaste que pour Glacé et Le Cercle. Néanmoins, le style de Bernard Minier est selon moi toujours bon, toujours agréable à lire, et je lirai bien sûr avec plaisir la suite des aventures du commandant Servaz. Le commandant Servaz, d'ailleurs, c'est un autre petit bémol que j'ai sur ce tome. Bah, c'est que bien qu'il soit le héros récurrent de la série, dans N'éteins pas la lumière, il n'est qu'un personnage secondaire. Le personnage principal, c'est Christine. Il y a une raison au fait qu'il soit un petit peu en retrait parce que ce qui lui est arrivé à la fin du roman Le Cercle l'a laissé dans un état de dépression profond et il est dans une maison de repos. Alors oui, j'ai oublié un passage tout important de l'histoire, c'est qu'il va recevoir par la poste une carte de porte d'hôtel, une carte de chambre d'hôtel en fait. Et ça va l'intriguer un petit peu, ça va sortir de sa torpeur, il va aller à l'hôtel. Et à l'hôtel, il va découvrir en fait que dans la chambre que la clé ouvre, une personne s'est suicidée. Puis s'est suicidée de façon vraiment terrible, puisqu'elle a défoncé tous les miroirs. Et avec les morceaux les éclats de miroir, en fait, elle a tenté de se tailler les veines, ça n'a pas marché, puis elle a fini par s'égorger. Je prends un petit peu d'eau là, du café en fait. Excusez-moi. Donc, c'est une mort terrible et Servaz ne comprend pas du tout pourquoi ce qu'on lui a envoyé cette clé et donc ça va l'intriguer. Il va chercher à son rythme hein, parce il est pas en super forme olympique non plus mentalement. Et donc le fait qu'il soit en retrait comme ça, je trouve ça dommage. Euh, Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que les personnages secondaires qui l'accompagnent en temps ordinaire, les autres personnages policiers, notamment Samira, qui est une flic qui travaille avec lui, ils font une apparition éclair dans N'éteins pas la lumière, et c'est dommage parce que moi, c'est un personnage secondaire que j'aime beaucoup, elle était très présente dans le cercle. Donc,
j'ai trouvé ça un petit peu dommage. D'ailleurs, dans la quatrième de couverture, là je l'ai sous les yeux, ça vient de me tomber dessus, c'est marqué: dans les ténèbres qui s'emparent de sa vie, c'est-à-dire la vie de Christine, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin Servaz. Alors le roman, il fait à peu près, je sais pas combien de pages, ouais, presque 700. Et Servaz, quand il arrive dans la vie de Christine, c'est à peu près ici, quoi. C'est à peu près ici, à 100 pages de la fin. Donc, ça aurait été bien que la fusion entre les deux se fasse un petit peu plus tôt. Voilà, quoi. Mais, globalement, j'ai passé un bon moment, malgré les passages qui m'ont mise mal à l'aise. C'est principalement dû au style d'écriture de Bernard Minier et aussi au fait qu'il fait bien, en fait, le suspense. Ça donne vraiment envie de connaître la suite, même si on devine beaucoup de choses. On a envie de savoir si on avait raison ou pas. Et il y a aussi certaines zones d'ombre qui méritent d'être éclairées, et donc c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à la fin avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, en résumé, je lirai le prochain opus de Bernard Minier, je crois que ça s'appelle La Nuit, c'est déjà prévu que je l'achète, même si j'ai trouvé que ce tome-là était un poil en dessous des deux premiers. Voilà, c'était la dernière vidéo de janvier. Nous, on va se retrouver en février. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend en février, sachez que je suis en train de lire cet essai, Moins la décroissance, est une philosophie du philosophe japonais Saito Kohei, et il y a pas mal de choses à dire sur cet essai. Donc, on se donne rendez-vous en février. En attendant, si vous avez des commentaires à formuler par rapport aux lectures que je vous ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez des lectures à me suggérer, je suis toujours preneuse. Donc là encore, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Matane!